Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Eh bien, ce soir, l'émission, bien évidemment, vous vous en doutez, on est à 48 heures d'un rendez-vous tant attendu pour le football national. Cette finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, Zamalek, USMA d'Alger. L'USMA a remporté la première manche dans le temps additionnel sur un penalty. Il faudra confirmer ce résultat et ainsi l'USMA entrera une nouvelle fois dans l'histoire avec un deuxième sacre continental. On n'en est pas encore là, on va en parler aujourd'hui dans l'émission. Et puis on reviendra sur le sacre du Moudia d'Alger, 10e titre pour le Moudia d'Alger, 3e de suite. Ça s'est officialisé après la dernière rencontre, la dernière victoire contre le 8-7. Et puis ça y est, c'est officiel, on vous l'avait annoncé en exclusivité dans Parlons Sport, l'arrivée de Raoul Alonso. Il a signé son contrat, 2 ans de contrat avec la Fédération algérienne de handball. Notre terme objectif, permettre à l'équipe nationale de revenir au plus haut niveau sur la scène continentale et aller chercher une place honorable au mondial. Pour en parler ce soir, on va parler de foot, mais surtout de handball, avec Jafar Moutoul. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Spécialiste de handball, journaliste, mais surtout spécialiste de handball. Ali Hamouche, bonsoir. Bonsoir Mamal, bonsoir Jafar. Eh bien voilà, l'émission est lancée. Premier sujet, vous vous doutez bien, l'USMA d'Alger. On est à 48 heures de ce rendez-vous tant attendu. Ce sera ce samedi face aux Zamalek. 1-0 au match aller. Que retenir? Est-ce qu'aujourd'hui, à la veille de cette rencontre, vous sentez que les USMistes, qui restent sur un match nul contre l'Espérance de Mostaganem, ils restent anecdotiques parce que c'est une équipe bis, l'USMA d'Alger, est-ce que sur ce qu'on a vu au match aller, peut aller chercher le titre en Égypte? Tout reste possible déjà. Déjà l'USM Alger qui prend un avantage, 1-0. Psychologiquement, ça va pousser. Donc leur adversaire, le Zamalek, à sortir. Donc à se découvrir derrière. Donc ça va offrir des brèches pour l'USM Alger. Sur des contres, elle peut le faire. Et par rapport aux joueurs, c'est l'état d'esprit, Mamal. Par rapport aux joueurs que nous avons rencontrés, après le match face à l'US Mostaganem, après justement la victoire face aux Zamalek, les joueurs sont décidés à ramener ce trophée. D'ailleurs, la plupart parlent d'une bataille tactique, ça va être vraiment physique ce match retour face aux Zamalek. On l'a vu sur le match aller. Je pense que ça sera un remake. Le match retour, ça sera identique au match aller. On a vu une bataille au milieu de terrain. On a vu des duels vraiment entre les joueurs. Donc par exemple l'attaquant angolais du Zamalek avec les défenseurs de l'USM Alger. Donc ça va être vraiment une bataille physique avec le Zamalek. 1-0. Vous pensez que c'est suffisant? Ce but peut faire la différence? Il peut faire la différence car déjà c'est très important et même c'est un soulagement je pense pour l'USM Alger qui a marqué ce but à la toute dernière minute. Donc je pense qu'à la mi-temps pour être précis, 96e. 96e, donc pendant les arrêts de jeu. Donc là on est à la mi-temps de cette finale et on va dire que les joueurs de l'USM Alger sont rentrés au vestiaire avec ce grand soulagement d'avoir marqué un but et surtout de ne pas avoir concédé. Donc oui, ce but peut avoir une immense importance dans l'optique du match retour et je suis d'accord avec Ali Hamouche quand il parle des brèches qui vont être probablement laissées par les joueurs du Zamalek. Il faudra que l'USM Alger en profite sur les contre-attaques pour aller essayer d'aller marquer un but là-bas. Si l'USM Alger arrive à marquer un but, ça va doublement compliquer la tâche aux joueurs égyptiens. Mais attention, on les connaît les Égyptiens, un peu comme les Tunisiens, ce sont des clubs très bien en place. Tactiquement, ils sont très bien en place, ils ne vont pas commettre beaucoup d'erreurs pour ce match retour, mais aussi ils sont quand même animés d'un sentiment. On ne va pas dire de revanche, mais il y a eu Il y a de la frustration, bien évidemment. La frustration, elle naît de cette action. Et là, il faut féliciter l'arbitre mauritanien du match aller. Parce qu'il est revenu à la VAR, il a annulé le but, il est revenu à la faute dans le camp égyptien. Et c'est une décision arbitrale qu'on ne peut même pas contester. Il a vraiment pris la bonne décision. Mais je pense que les Égyptiens, peut-être, le public, même les joueurs vont considérer qu'ils ont été un petit peu lésés et je pense que ça peut leur donner une sorte de motivation. Sera-t-elle positive ou négative? On verra. On sait que le stade du Caire, il y aura 46 000 personnes, il ne sera pas plein. Pour la première fois, il faut le rappeler, les autorités égyptiennes ont autorisé à ce qu'il y ait une capacité à ce qu'il y ait 45 000 personnes au Cairo Stadium, dont 2000 supporters de l'USMA d'Alger. Et pour revenir à cette finale, Mamal, il faut dire que du côté de l'USM Alger, donc s'il y avait un 0-0 au match aller, 1-0 au match retour, ça aurait voulu dire que c'est le Zamalek qui gagne. Mais là, même si le Zamalek inscrit un but, l'USM Alger garderait toutes ses chances de soulever à nouveau ce trophée. Donc 1-0, c'est le meilleur score que pouvait réaliser l'USM Alger. C'est vraiment un résultat très positif. Disons, c'est un score idéal.
ne pas encaisser le but. La première des Absolument. choses, il fallait surtout ne pas encaisser le but. On va revenir. On va parler de l'USMA d'Alger en image. C'est un sujet signé Sid Ahmed Bouraïb. Un but qui suffit au bonheur des milliers d'USMistes présents dans les gradins du 5 juillet, tant le scénario de cette fin de match aura été rocambolesque, avec les joueurs du Zamalek qui ont cru pendant un instant pouvoir arracher la victoire. C'était sans compter sur la VAR qui a redonné justice aux USMistes, car il y avait bel et bien faute avant l'action du but. Khaldi, l'homme en forme du moment, inscrit le seul but du match. Un but qui permettra à l'USMA d'aborder le match retour avec un avantage et qui obligera les Égyptiens à réagir. Ce n'est pas notre meilleur match qu'on vient de réaliser, mais on a mis du cœur malgré tous les déchets qu'il y a eu dans le jeu. Et croyez-moi, ce n'était pas évident. Et on savait qu'ils étaient courageux, on savait qu'ils savaient se battre aussi, qu'ils savaient s'arracher. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. En aucun moment, on a joué le match nul où on s'est livré à fond. Rendez-vous le samedi 16 mai au stade international du Caire pour que, comme tout le monde l'espère, la fête soit grande aux couleurs rouge et noir. Ça, c'est tout le mal qu'on souhaite. Vous l'avez entendu, Lamine Ndiaye, on a mis du cœur. On l'a arraché, on est parti arracher cette victoire. Les joueurs n'ont rien lâché. C'est-à-dire, elle l'a montré contre l'Olympique Safi. Un gros mental du côté du joueur de l'USMA d'Alger. Quand on sait que cette formation du Zamalek est venue s'imposer ici en demi-finale face au Shabab Riyadi de Belouizdad, 1-0. Donc là, on se dit que l'USM Alger a réalisé pratiquement le match parfait, ne pas encaisser, inscrire ce but précieux et faire, comme vous le disiez, faire preuve de force mentale. Parce qu'il fallait vraiment se montrer très patient. Parce qu'à un moment donné, on avait cru au match nul, il faut le dire, 90e plus 6 minutes dans le temps additionnel, alors qu'il y avait 7 minutes seulement de temps additionnel. À la toute dernière minute, on est allé chercher, on a continué à harceler cette défense du Zamalek. On n'a pas arrêté d'attaquer, on n'a pas arrêté de se créer des occasions. Donc, ça a permis à l'USM Alger de bénéficier de ce penalty. Et je reviendrai, c'est vrai que l'arbitre a été excellent sur ce match, pratiquement excellent, parce qu'il y avait un penalty. Quelques minutes auparavant, il y a eu retour à la VAR. C'est l'arbitre VAR qui n'a pas confirmé. Pour lui, il n'y avait pas penalty. Pour le Mauritanien, au début, il avait indiqué. Oui, mais quand vous me dites ça, moi, je suis sceptique parce que le premier décideur, l'arbitre VAR donne les images, mais le seul décideur, c'est la prise de décision, c'est l'arbitre directeur. Donc, c'est lui qui n'a pas validé. Parce qu'on avait revu, on avait revu les images, il avait bel et bien penalty. D'ailleurs, il y a même l'ex-international, l'arbitre international égyptien, Al-Randol, qui avait même dit que c'était un penalty valable au profit de l'USM Alger. C'était une faute sur l'Ikonza à l'intérieur de la surface de réparation, où le défenseur du Zamalek avait taclé la cheville et du pied d'appui du milieu de terrain de l'USM Alger, mais le penalty n'avait pas été. De toute façon, on ne peut pas refaire le match. 1-0. Gros mental, c'est ce qu'on retiendra. Aujourd'hui, avec cette avance, face à une équipe du Zamalek qui sera portée le Cairo Stadium, pour ceux qui connaissent le Cairo Stadium, c'est immense, c'est grand, 46 000 spectateurs, ça fait du bruit, mais dans le même temps, l'USMA, on l'a vu à l'extérieur, une seule défaite durant tout son parcours, c'est un atout supplémentaire. Absolument, donc c'est une équipe qui voyage très bien. L'USM Alger, elle est allée arracher sa qualification de manière héroïque sur le terrain de l'Olympique Safi dans des conditions qu'on a tous vues, qui sont tout simplement scandaleuses. Donc je pense que l'USM Alger n'a rien à craindre de par son expérience et son vécu sur le terrain du Caire. Il faudra juste faire abstraction de l'atmosphère, car forcément les supporters, en toute logique, vont encourager leur équipe. C'est comme ça fait partie du jeu. L'USM Alger, on en a connu vraiment beaucoup au niveau de leur carrière, que ce soit même en Algérie, la pression à l'extérieur ou même sur les compétitions africaines. Donc je ne m'inquiète pas de ce côté-là. J'espère juste que tout va bien se passer et qu'on aura un arbitrage du même niveau que le match. Moi, ce que je dis, vous étiez au stade, vous avez même commenté le match. Ce que je dis, c'est que ça a été un match très fair-play. Beaucoup de respect de part et d'autre. Absolument. C'est ce que j'ai pu remarquer. Bon, après, dans le football, il y a des fautes, il y a des cartons, mais disons, il y a beaucoup de respect entre les 22 acteurs de cette confrontation. D'ailleurs, bel accueil également
les dirigeants. Absolument, sur ce point, je retiendrai cette image. Hein. Il y a eu ce but qui a été refusé aux Amériques par le Brésilien Bezerra, qui est rentré en cours, Juan Bezerra, qui est rentré en cours de jeu. Et il y avait cette joie de l'attaquant congolais, donc Chico Bonza, qui a commencé à danser. Et là, ça a énervé le capitaine d'équipe Saadi Erdouani, qui est venu, il lui a demandé de ne pas provoquer les capitaine d'équipe de l'USM Alger, donc il lui a demandé de ne pas provoquer. Ça pouvait provoquer les supporters. Et là, il y a eu 2 joueurs du Zamalek qui sont venus retenir et demander à leurs coéquipiers de ne pas danser. C'est une image qui a retenu mon attention. Hein. qui parle, ce que vous venez de décrire. Ça montre le respect entre les 2 équipes. On va rester avec la joie des supporters de l'USMA d'Alger. Pour eux, leur équipe revient de loin. On va le voir à la fin du match. C'était à Alger, à l'issue de la rencontre. Ils sont sortis manifester leur joie. C'est pour rendre également hommage aux joueurs qui n'ont rien lâché durant cette confrontation. Des supporters de l'USMA d'Alger, qu'il faut le dire, ils ont bien fêté cette victoire. Ils ont fêté la victoire et ils sont venus nombreux. Le stade était plein, le 5 juillet était plein pour la circonstance, pour féliciter les joueurs pour leur parcours, parce qu'ils ont fait un super parcours, une seule défaite depuis le début de la compétition, mais également sur ce qu'ils ont montré durant cette finale. Maintenant, les supporters de l'USM Alger qui restent sur une ambiance festive. Hein. Parce qu'il y a quelques jours, ils ont fêté la victoire en finale de la Coupe d'Algérie. Il termine. L'USMA d'Alger, l'équipe est en forme au bon moment, c'est-à-dire sur la fin de la saison, sur les matchs décisifs. Moi, je vais rester avec vous pour parler de cette équipe de l'USMA d'Alger, avec un gardien de but, on l'a vu, Benbout, international, qui pense aujourd'hui à revenir. Il fait partie de la liste élargie de Petkovic. Vous avez Erdouani, vous en avez parlé, Loussif qui sera présent, Dehili à côté de Chemalon, le milieu de terrain en losange, on l'a vu, et cette attaque avec Khaldi. Notamment, je vais m'arrêter sur un joueur, Khaldi, l'homme en forme de ces derniers matchs. Il a marqué à chaque match. Absolument, il a marqué en finale de la Coupe, il a marqué en demi-finale, il est vraiment décisif. Et ce que fait Khaldi, c'est qu'il est en train de pallier également à l'absence de Hussam Din Recha. Hussam Din Recha, c'est la fin de saison, qui s'est blessé au niveau du genou. Hussam Din Recha, qui est un joueur élément offensif très dangereux, c'est quelqu'un qui provoque, qui rentre dans la surface de réparation, qui joue sur les 2 côtés. Et là, il a raté cette finale, mais là, Ahmed Khaldi, qui va jouer le double rôle. Hein. Il est là, c'est le leader offensif de cette formation de l'USM Alger. Parce que vous avez raison, on a parlé du rôle de Khaldi, buteur, mais également il y a un homme, c'est Tandeng qui arrive en forme, ou qu'on voit, ou qu'on découvre, pour certains qui ne connaissaient pas, découvre Tandeng au meilleur moment de la saison. Également Kamagaté. Hein. Oui. Kamagaté qui a marqué son premier but en finale de la Coupe d'Algérie. Kamagaté également qui revient, qui se libère grâce à ce but, mais qui n'a jamais baissé les bras. C'est quelqu'un qui est bosseur, qui travaille, malgré le fait qu'il ne marquait pas, il n'a pas marqué 2 buts, mais il continue. C'est un joueur qui pèse sur la défense adverse, hein, qui court beaucoup, qui harcèle les défenseurs, même s'il ne marque pas. Donc ça donne de l'espace aux autres attaquants, dont Hussam Din Recha avant sa blessure, et également Ahmed Khaldi. Et il y a un joueur également qui pourrait jouer le rôle de joker. On l'oublie, c'est vrai, qu'il est en méforme, qu'il ne marque pas. Il a marqué son premier but, c'était Ben Ayad. C'est Riyad Ben Ayad, il a marqué son premier but tout récemment lors du match en retard face à l'ES Moussa Ghanem. Lui aussi, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire, il a perdu sa place au profit de Kamagaté, justement. Mais à chaque fois qu'il rentre, il joue ce rôle. Il apporte, on va dire, un surplus offensif qui harcèle les défenseurs. Il est là, vraiment, il a un rôle positif hein, sur le banc et même quand il rentre. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous créer des problèmes ou qui rouspète ou qui va mettre de la pression sur l'entraîneur pour jouer. Mais à chaque fois qu'il rentre, il apporte un plus, même s'il ne marque pas. Le préparateur physique, parce que physiquement, cette équipe, elle est très intéressante également. Sur cette fin de saison, un seul blessé, Recha, mais pour le reste, on l'a vu, il y a du répondant. C'est une équipe qui met de l'intensité, c'est une équipe dont les joueurs, pour la majorité, font les 90 minutes. Rappelez-vous, contre le CSKA, contre l'OM, ils ont joué Safi,
Ils ont joué le Cap de Batna. Pourquoi je dis Safi? Ils avaient fait 190 minutes contre Safi, prolongation contre le Cap de Batna, et ils vont gagner une finale de Coupe d'Algérie. Et là, on l'a vu encore une fois dans un match à haute intensité contre les Zamalek. Surtout le faire en fin de saison. Je me demande s'il n'y a pas eu aussi des choix de match où on allait mettre de l'intensité, de la pression sur l'adversaire pour la demi-finale contre Batna. C'était important. Le match à Safi également. Donc je pense qu'il y a une très bonne gestion de la part du préparateur physique. Vous l'avez dit, un seul blessé. En plein match, il s'est blessé, Recha. Il a manqué forcément à cette attaque de l'USM Alger, parfaitement remplacé par Khaldi. Buteur à 100 francs, on peut dire, sur les pénaltys. Vraiment, il n'a pas tremblé. Donc la différence en cette fin de saison pourrait pourrait aider l'USM Alger à bien aborder son match au Caire contre le Zamalek, qui n'a marqué qu'un seul but sur ses 3 derniers matchs de compétition africaine. Donc est-ce que le Zamalek est capable d'aller inscrire au moins 2 buts au retour contre l'USM Alger? C'est aussi une question que je me pose. Justement, par rapport au Zamalek, pour moi, je considère, même les joueurs le disent, le danger. C'est le Brésilien C'est le Brésilien Juan Bezerra et également qui avait marqué contre le CRB. contre le CRB. Contre le cours du jeu aussi, hein, à Alger. Alger, contre le cours du jeu. Et également l'Angolais Chico Banza, l'ailier gauche de cette formation. Il y a également un joueur à qui il faudrait faire très très attention. Il n'a pas joué sur le match aller, il était blessé. Il sera de retour pour le match retour. C'est Jaziri, le Tunisien, l'attaquant tunisien. Là, il faudrait faire attention à ce trident offensif du Zamalek. Mais ils sont également en confiance, le Zamalek. Ils sont finalistes, je le rappelle, ils ont perdu 1-0. Championnat d'Égypte, ils sont bien partis pour remporter le titre. Donc c'est une équipe. Pas encore, ils sont avec égalité avec Pyramide. Un pyramide. Mais c'est une équipe qui est en pleine confiance. Parce que, rappelons, ils viennent d'une crise. Ils avaient connu la crise il y a 2-3 saisons de cela, ils étaient en pleine crise. Et regardez où ils sont aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une équipe qui est en pleine confiance. Absolument, Maman. Porté par le public, dans un tel match, ça vous donne des ailes. Absolument, c'est une équipe qui est également, elle a gagné cette Coupe de la CAF il y a 2024. Donc, mais c'est une équipe qui aspire à retrouver la Ligue des Champions. C'est une équipe en pleine reconstruction. Donc, c'est une équipe, on va dire, très solide. On l'a vu, hein, tactiquement, ils sont très très solides. On a vu grosse discipline tactique. Grosse discipline. Hein, c'est classique chez les Égyptiens. C'est vraiment une des traditions chez eux d'avoir une discipline tactique. Et l'équipe du Zamalek, c'est dans son essence d'être un grand club africain. C'est dans son ADN. Ce n'est pas le niveau du Ali, mais oui, le Zamalek, c'est forcément... Ils sont pas loin. Il y a comme... Bon, attendez, en termes de palmarès. Ils ont gagné des Champions League. 5 Ligues des Champions. 5 Ligues des Champions. Ali, c'est au moins le double, c'est bien ça. Oui, mais ça reste. Quand vous êtes à 5 Ligues des Champions, vous faites partie des grands clubs. Vous avez le Ali, vous avez le Zamalek. À un degré moindre, parce que c'est un club qui arrive sur la scène continentale. Il a gagné la Champions League africaine, c'est le détenteur. C'est Pyramide. Voilà. Mais Pyramide, on l'a vu se construire, ce club. Donc on voit, les Égyptiens, les clubs égyptiens sont structurés de telle manière, il y a la locomotive, et puis dans le même temps, vous avez cette locomotive, ou ces clubs, pour parler, qui occupent le haut du classement, ou le haut qui anime le haut du tableau, ils ont une ambition, c'est de rayonner sur le continent. D'autant plus que sur le continent maintenant, quand vous rayonnez, vous êtes récompensé. Il y a la récompense financière, et ça aide. Quand vous êtes en Ligue des Champions à 6 millions d'euros, ou 4 millions d'euros en Coupe de la CAF, puisque la CAF a décidé d'augmenter les primes de victoire. Donc à partir de là, ça vous donne d'autres ambitions, ça vous ouvre d'autres perspectives. Et concernant le Zamalek toujours, c'est l'absence, une absence de taille pour le Zamalek en défense. C'est Bentaïga, le latéral gauche, qui a été expulsé en toute fin de match face à l'USM Alger. Donc c'est un joueur qui va manquer à la défense du Zamalek. Certainement, il y a des remplaçants qui vont prendre, il y a des joueurs sur lesquels l'entraîneur peut compter. Mais Bentaïg est un titulaire indiscutable. Il a joué pratiquement tous les matchs avec le Zamalek. Donc c'est un élément qui va manquer au match retour. Très bien. On va écouter les supporters de l'USMA d'Alger. Ils y croient fermement, les supporters de l'USMA d'Alger, à la veille de cette rencontre. قاعدنا والبقيه ان شاء الله الرتور لا ان شاء الله ساحه الله يبارك الله يبارك الله يبارك تحيه الجزائر تحيه لاتحاد العاصمه جو vous remercie beaucoup. والله يقول لك انا مبروك عليهم باسكو انا سيبورتي موديا ونفرحوا صافي بليزير يدوها لي سماحه راهي دخلت شغل عفسه للبلاد شغل قدمها شغل مليحه علينا يا اخو ماغريتو انا سيبورتي موديا بصح والله فرحت لهم يا اخو تسمى باش شكون راح نسيبورتي لازم نسيبورتيهم هما
ماذا بينا الروتور يديروا لنا النتيجه ونفرحوا كاع خوا فيفا لالجيري. Ça, c'est les réactions. Ils y croient fermement. Ils l'ont gagné une fois, ils se disent pourquoi pas 2 fois. Ils ont bien raison. On y croit tous aussi. Moi, je pense que l'USM Alger a un coup à faire sur ce terrain du Caire. Ils ont les moyens d'aller ramener le trophée. Surtout que cette année, c'est la première fois que l'USM Alger gagne sa finale qui se joue en Algérie. Ils avaient perdu en 2015 contre le Mais ils avaient gagné à l'extérieur. Et 2023, ils ont gagné à l'extérieur en Tanzanie pour s'incliner à Alger. Donc là, c'est la première fois que l'USM Alger gagne un match à domicile, donc en Algérie. Et ben, j'espère que ça va continuer comme ça pour la suite. Hein. Ils le méritent, vraiment, ils le méritent. Et ils peuvent le faire. L'expérience, vous avez travaillé à Hamouche sur l'entraîneur. Vous vous êtes intéressé à l'entraîneur de l'USMA d'Alger. Ce qu'il a apporté à l'USMA d'Alger. Je rappelle, il est venu pour un contrat de 6 mois, mais je pense que l'USMA d'Alger va lui proposer une prolongation. Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est Lamine Diaye, le Sénégalais. Le Sénégalais, j'allais en parler. C'est l'un des hommes clés pour le retour en force de l'USM Alger. C'est quelqu'un qui prépare ses matchs. Hein. On rappellera avant, il a gagné la Ligue des Champions avec le TP Mazembe. Il a été finaliste de la Coupe du Monde des clubs avec le TP Mazembe. Malheureusement, ils avaient été battus par l'Inter. Par l'Inter en finale. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de gagner la Coupe de la Confédération. Il a été en finale avec le Coton Sport. Donc, c'est lui qui a mis sur le devant de la scène le Coton Sport au Cameroun, avec 5 titres de champion du Cameroun de suite, une demi-finale et une finale de la Coupe de la CAF. C'est quelqu'un, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ex-DTN, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football, Maya Massar. Pour lui, c'est quelqu'un qui prépare attentivement ses matchs, qui lit bien ses adversaires. C'est quelqu'un également qui a la gestion de l'effectif. On l'a vu, hein, sur des matchs, il faisait tourner son effectif. D'ailleurs, on s'est étonné de la charnière centrale, celle qui jouait le championnat, Abada et Azzi, donc chez Malone et Dheri, qui étaient laissés au repos en championnat sur les derniers matchs. Hein. Donc il faisait confiance à Abada et Azzi pour faire reposer sa charnière centrale. Il fait du turnover. Mais ce qui est intéressant... Il apporte également, il apporte également de la sagesse, du sang-froid. On l'a vu, hein, il communique il dégage la sérénité. Ça s'entend. Et ça, il le communique aux joueurs. Hein. On le voit, les joueurs, si vous avez remarqué, ils sont moins nerveux sur le terrain. Et d'ailleurs, ça nous ramène à cette force mentale. Les joueurs ne s'énervent pas. On l'a vu sur la fin de match face aux Zamalek. Il n'y a pas eu d'énervement, il n'y a pas eu de précipitation. Mais il y a eu un premier indice. Parce que ça aurait pu aller en vrille lors du match contre Safi. Mais on l'a vu. Les joueurs sont restés concentrés, appliqués sur leur match. Ils ont rejoint le vestiaire. Et pourtant, ils ont été agressés. Ils ont été agressés. Ils ont pris la défense de leurs supporters. Mais il leur a donné cette force mentale qui sûrement va faire la différence. Mais je voudrais rester également, parce que Lamine Diaye, ce n'est pas que le football, c'est également un intellectuel. Absolument. C'est quelqu'un qui est bachelier, qui a fait des études. C'est quelqu'un également dont on parle. Et ça, c'est intéressant. C'est vous qui m'avez fait cette révélation en vous intéressant à Lamine Diaye. C'est Arsène Wenger, le patron technique de la FIFA, qui dans son livre cite l'entraîneur sénégalais. Absolument, il le cite dans son livre, parce que déjà, ils étaient à Cannes ensemble, ils ont joué. Il faut rappeler que Lamine Diaye a été international sénégalais. Et je rappelle, il a joué à Mulhouse. Il a été coéquipier de Salah Hassad à Mulhouse, quand Salah jouait à Mulhouse. Absolument, Salah Hassad également. Donc son coéquipier, il a joué, donc il a été professionnel. Il sait ce que c'est être professionnel. Donc après, on va dire, il est parti du Sénégal, il jouait dans un petit club, le FC Thiès. Donc il a tenté une expérience professionnelle. Il a réussi dans sa carrière. Et il a été aux côtés d'Arsène Wenger et également de Jean-Marc Guillou. Donc il a tiré profit de ces 2 techniciens dont il s'inspire beaucoup. Et là, il l'a fait, on va dire, il a extrapolé ça par rapport à son travail sur le terrain, à travers tous les clubs où il a travaillé. Tous les clubs, pratiquement, il a gagné des titres avec les clubs qu'il a pris en charge. Le TP Mazembe, le Coton Sport, Horoya en Guinée, également au Soudan. Donc il a eu juste, avec la sélection sénégalaise, pas beaucoup de réussite. Ça dépend à quelle période il est arrivé. Ça dépend à quelle période. Absolument. Il était l'adjoint de Casper Jacques. Après le départ de Casper Jacques, il a pris le relais. Donc il était
pratiquement pas- dans la peau d'un C'était intérimaire. pas la meilleure période pour le Pour le football. Sénégal. Parce que les Sénégalais, c'est un vivier du football. Il y a de la qualité, mais il ne suffit pas que ça pour monter une équipe nationale compétitive. Donc, ce n'était pas la meilleure période. Mais je voudrais rester sur un aspect. Le premier, en arrivant, 6 mois, je me suis dit, il arrive, il a 6 mois devant lui, il va découvrir cette équipe, mais il s'est très vite adapté, très très vite. Et il a pris, ce qui est intéressant, il a tout de suite fait la lecture du vestiaire. Quand je dis lecture du vestiaire, c'est-à-dire il a pris la température du vestiaire et il a su comment gérer son vestiaire, ce qui est très important. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des attitudes qui ne trompent pas. Quand vous regardez les joueurs de l'USMA d'Alger, ils acceptent de ne pas jouer, sans rechigner, d'être remplaçants, de rentrer dans le cours du jeu. On a une équipe. On n'a pas des joueurs, mais on a une équipe. Un seul homme. Absolument, c'est lui le patron, il faut le dire. C'est lui le patron, c'est lui. Il est considéré comme un père par les joueurs. D'ailleurs, il appelle les joueurs, c'est mes gamins, c'est mes petits. Mais lui, en venant également, il n'a pas fait le ménage, maman. C'est quelqu'un qui est venu, qui s'est installé et qui a fait confiance au staff technique qui était en place. Parce qu'il faut le rappeler, Hadj Adlan a dirigé cette équipe après le départ Il de a fait 3 matchs. 3 matchs. En Coupe de la CAF, en championnat, donc après le départ de Abdelhak Ben Chikha. Donc il a gardé Hadj Adlan et également Lias Ben Haha, entraîneur des gardiens, le préparateur physique. C'est quelqu'un qui s'est Qui a su fondu. fédérer autour de sa personne. Absolument. Donc, qui s'est installé tranquillement au milieu. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Hein. On le voit sur le match. Hadj Adlan qui communique beaucoup avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui, on va dire, 2 avis valent mieux qu'un. C'est pas quelqu'un qui est, on va À dire. travers ce que vous dites et ce qu'on a pu voir, on comprend qu'il est un peu la clé de la réussite de l'USMA d'Alger actuellement. La qualité des joueurs, il a su tirer le meilleur profit de son équipe. Mais j'ai envie de vous demander à vous deux, est-ce qu'il n'a pas bénéficié du fait que l'USM Alger est aussi un club qui est très stable? Il n'y a pas beaucoup de départs et d'arrivées lors des différents mercatos. Est-ce que ça aussi, ça ne l'a pas aidé pour bien mener sa mission jusqu'à aujourd'hui? Il arrive avec 6 mois, il arrive au mercato, il arrive 6 mois avant la fin du championnat. Je veux dire, il y a la stabilité des Oh années non, il y a eu précédentes. des joueurs, il y avait des tiraillements à l'intérieur en début de saison. Hein, ça a beaucoup, ça a secoué. Abdelhak Ben Chikha n'avait pas les meilleurs rapports avec les joueurs, Certains avec joueurs. le défenseur qui a quitté l'USMA d'Alger durant le mercato, l'Axial, dont le nom va me revenir, qui s'était accroché à Abdelhak et qui a demandé à partir. Vous disiez non, ça avait bougé. Donc, Ça bouillonnait un petit peu à l'intérieur du vestiaire. Donc c'est le sage qui est venu mettre les apporter de la choses- sérénité. c'est pour ça. Messieurs, ce samedi, cette finale, on sera tous en rouge et noir pour soutenir l'USMA d'Alger qui part à la conquête, une nouvelle fois, du titre continental. Restons sur le football. Samedi à quelle heure? Rappelez-moi l'horaire. 20h. 20h, donc Zamalek, USMA d'Alger. On va parler maintenant du doyen, le Moudia d'Alger. Le Moudia d'Alger, 10e titre, le 3e de suite dans une saison dominée de la tête et des épaules par les Rouges et Verts. Sid Ahmed Bouraïb. Mission accomplie pour les Mouloudéens qui valident officiellement le 10e sacre de l'histoire du club. Dans un stade Ali Ammar archi-comble, l'ambiance était festive. Les joueurs voulaient une victoire pour rendre l'appareil à leur merveilleux public qui les a accompagnés durant toute la saison. Bangoura plante la première banderie après une très belle phase de jeu. On jouait alors la 23e minute. En deuxième période, la mission des visiteurs se corse davantage avec l'expulsion de l'Aorfi. À 10, ils arrivent tout de même à égaliser durant le temps additionnel par l'intermédiaire de Merzougi, un ancien de la maison. Score final, 1 but partout. Un point qui officialise le 10e championnat au palmarès du club, le 3e consécutif. Les célébrations démarrent dès le coup de sifflet final, au stade et dans la rue.
Un but partout, un point a suffi aux Mouloudéens pour emporter un titre mérité. Ils ont dominé notamment une seule défaite lors de la phase aller, c'était face à Louis-7, et ils ont fait une super première partie de championnat. Deuxième partie un peu plus compliquée. Il y a eu entre-temps un changement d'entraîneur, donc ça a un petit peu. Il y a eu le freiné. départ. Je préfère être précis. Parce que c'est lui qui a demandé à partir. C'est Mokoena Mokoena qui a demandé à partir, le retour de Khaled Ben Yahya. Mais le Mouloudia d'Alger avait assuré, on va dire, avait assuré lors de la phase aller, en remportant quasiment tous ses matchs. Et le Mouloudia d'Alger qui réalise une première dans son histoire, c'est la première fois qu'il remporte le titre 3 fois de suite. Le Mouloudia d'Alger également qui a peiné en Ligue des Champions. Donc c'était d'ailleurs l'objectif numéro 1 du club, donc qui s'est raté sur cette compétition, mais qui s'est rattrapé en championnat. Attendez, quand vous dites l'objectif, c'était pas d'aller gagner la Champions League, c'était d'aller en quart de finale, dans le carré d'as, mais pas d'aller chercher la Champions League. Je pense qu'aujourd'hui, ni l'USMA, ni le Mouloudia, ni aucun autre club ne peut aller chercher la Champions League sur ce qu'on a vu en Champions League. Et d'ailleurs, je me souviens de ce match contre Mamelodi Sundowns, où ils avaient été battus 2-0. Le Mouloudia d'Alger, justement, 3 fois de suite, ça veut dire qu'il y a la pérennité de la performance. Parce que être régulier sur 3 saisons de suite, c'est pas donné au premier venu. Ça veut tout dire, vous l'avez bien résumé, la stabilité, la pérennité dans les résultats. Ali Hamouche, je vous comprends quand vous parlez de la Ligue des Champions, ça c'est peut-être la petite déception pour les supporters qui espéraient au moins jouer les demi-finales. Donc il va falloir encore avoir une marge de progression. C'est pour ça qu'ils avaient fait venir l'entraîneur sud-africain, pour espérer aller plus loin en Ligue des Champions. Mais j'ai envie de vous dire, quand je vois ce titre, enfin ils sont champions. Parce que tout au long de la saison, ils ont écrasé la compétition, ils ont fait pratiquement... Mais pourquoi enfin? Je ne comprends pas le enfin. Parce que à quelle heure ils vont être champions, quoi. On savait que ça allait être qu'une question de temps. 2 journées avant la fin. Ouais, on pensait que ça allait être plus tôt finalement. Mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que c'est les adversaires directs qui leur ont facilité la vie? Avec les contre-performances, oui. Avec les contre-performances, les matchs nuls, les défaites, bien évidemment. Donc ça a peut-être permis au Mouloudia, en fin de saison, de pouvoir finir l'année tranquillement, sans pression. Mais le gros du travail a été fait en première partie, oui. Là, sur la première partie, ils ont rien à dire. De la tête et des épaules. Cavalier seul, oui. Et par rapport à les adversaires directs au début, c'était l'USM Alger et le Shabab Yadi de BZ, la JS Kabylie qui était favori pour... La JSK a fait illusion. Illusion. Donc je dirais sur les résultats. Mais après, l'USM Alger et le Shabab Yadi de BZ qui ont été, on va dire, absorbés par la Coupe de la Confédération avec le cumul de matchs en retard. Je ne dirais pas qu'ils ont délaissé le championnat, mais ils ont laissé un petit peu le champ libre au Mouloudia d'Alger. D'ailleurs, la deuxième place est occupée par la JS. Il faut dire, le CRB et l'USMA n'ont pas performé en championnat. Sur la première partie, pas du tout. C'était en dessous de ce qu'on pouvait attendre des deux équipes, que ce soit de l'USMA ou du CRB, alors que le Mouloudia d'Alger avait imprégné un rythme à la compétition en alignant succès après succès, même s'il ramenait un nul de l'extérieur, mais il gagnait. À chaque fois, il ne perdait pas une seule défaite contre le 8-7. Donc c'est pour vous dire, sur cette qualité, d'ailleurs on voit, là, ça c'est les rues de Bablouet. Regardez Bablouet tout juste après ce 10e titre de champion, 10 titres de champion, 3 de suite. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'USMA d'Alger? C'est d'aller retrouver, au Mouloudia d'Alger, pardon, on était avec l'USMA d'Alger, au Mouloudia d'Alger, c'est d'aller chercher ce titre, une demi-finale de Champions League. Pour moi, le Mouloudia est un club qui aurait dû être au même niveau que l'Espérance de Tunis, que le Zamalek. Oui, mais qui ne l'est. En termes de palmarès continental, il ne l'est pas. C'est mon grand regret. Ça se construit. C'est mon grand regret. Moi, j'aime pas vivre avec les regrets. Les regrets, moi, j'aime pas. Disons, il y a une réalité. Elle est là. Aujourd'hui, comment faire sur ce qu'on a vu? Est-ce qu'il faut... Vous avez vu, par exemple, les Zamalek, ils ont un joueur brésilien, je ne sais pas combien de millions d'euros. On a vu, les Égyptiens savent recruter. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne leur faudrait pas des joueurs de ce type-là? Regardez, ça, c'est en plein Bablouane. C'était la fête qui a duré très très tard la nuit. Et ça, ils vont fêter pendant très longtemps le titre. Alors, je vous pose la question, messieurs. Le Mouloudia d'Alger, pour moi, il y a déjà la stabilité administrative, avec un président qui est là, Hadjadjem, depuis déjà quelques années, donc qui est bien en place, qui est en train de mettre... Il a cherché sa place, ça lui a pris 1 an. Bon, après, il a tout compris et il a monté une équipe compétitive. Il y a également le centre, qui a été donc réceptionné par le Mouloudia d'Alger. Donc, il y a également sur le plan, on va dire, merchandising. C'est un club qui est en train de chercher d'autres sponsors, au-delà du partenaire majoritaire, donc la Sonatrach, donc qui signe
pratiquement 2-3 contrats par an avec d'autres opérateurs économiques. Donc financièrement, c'est un club qui est solide. Mais comme vous le dites, pour aller le plus loin en Ligue des Champions, il faut des joueurs d'un autre calibre. Des joueurs, on l'a vu, comme le Brésilien Juan Bezerra, comme l'Angolais Chico Bonza, mais c'est des joueurs qui coûtent très très cher. Donc il faut... Si on veut aller chercher la Ligue des Champions, il faut bien dépenser, non? Le football aujourd'hui, le football. Est-ce qu'on est prêt à accepter... Est-ce qu'on est prêt à accepter un joueur à 3 millions d'euros, à 4 millions d'euros? Si on veut briller en Champions League, aller en Coupe du Monde des clubs, c'est à ce prix-là. Sinon, vous serez toujours derrière les grosses écuries du continent. C'est ça, le prix à payer. C'est inévitable. C'est inéluctable même. Mais ça peut se jouer sur, on va dire, ça peut se jouer sur une édition. C'est vrai qu'on ne peut pas garder cette pérennité, mais sur une édition, ça peut se jouer. On l'a vu même avec l'entente de Sétif, elle n'avait pas... C'était les meilleurs joueurs algériens. C'est les meilleurs joueurs algériens, c'était en 2014. Et aujourd'hui, 12 ans après, la donne a changé sur le continent. La donne a vraiment changé. Quand Pyramide a mis 35 millions d'euros sur les marchés des transferts, quand vous avez l'Ahli qui est très actif sur le marché des transferts pour aller acheter les joueurs, les meilleurs joueurs, vous devez suivre si vous voulez être au plus haut niveau. Tout puissant Mamelody Sundowns, également, regardez les joueurs. Bon, il faut mettre. Maintenant, si vous voulez des joueurs à 300 000, 400 000 euros, vous avez les seconds couteaux, si vous me passez l'expression. Ça, c'est pour le Mouloudia d'Alger qui défendra également, bémol, ils sont tombés contre un futur finaliste, le CRB, en Coupe d'Algérie. C'est les deux couacs de la saison. Même si je dis la Coupe, vous savez, vous pouvez gagner comme perdre, mais le championnat montre votre capacité à performer chaque semaine et sur la durée. Le Mouloudia d'Alger qui défendra son titre la saison prochaine, qui représentera l'Algérie en compétition africaine, reste maintenant la deuxième, troisième place. Ça va jouer entre la JS Saoura, le Cheb El Yadi de Belouizdad, le Mouloudia d'Oran à 1 degré moindre, même le Mouloudia d'Oran à 1 degré moindre, et à Kabou, le CRB a réalisé une bonne opération avec Sunil Ramley de Bocham. Il faudra les confirmer sur la prochaine sortie contre Sétif pour le Cheb El Yadi de Belouizdad. Et l'Ousmane d'Alger qui a fait match nul, l'Ousmane d'Alger qui est dans la partie basse du classement, ce qui pourrait être inquiétant. Mais bon, je pense qu'ils ont les ressources pour remonter. Ça se fera après. Ils ont besoin d'une victoire pour, on va dire, assurer le maintien. Ils ont 7 matchs de retard. En le tout, il reste 8 matchs. Donc ils ont le temps de voir. L'actualité, c'est également le handball. Ça y est, c'est fait. Raoul Alonso a signé pour 2 ans avec la Fédération algérienne de handball. Objectif, revenir au premier plan sur la scène continentale, mais dans le même temps, faire un bon mondial présenté à la presse par la Fédération algérienne de handball. On va écouter Raoul Alonso sur sa signature, son objectif, son plan de travail avec le 7 national. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureux, très fier d'être ici aujourd'hui avec vous. Pour moi, c'est un grand honneur de devenir le sélectionneur de l'Algérie. Je remercie le président et la fédération pour leur confiance. Je viens avec beaucoup de respect pour le pays, pour les joueurs, pour les supporters et pour cette mission. Je suis ici pour travailler avec sérieux, avec clarté et avec ambition et professionnalité. Je ne promets pas les miracles, mais je promets du travail, de la discipline et de l'engagement. Je veux construire une équipe avec une identité claire, une équipe unie, courageuse, respectée et professionnelle. Je crois qu'il est très important que tout le monde croie en ces projets et qu'on lui donne du temps. J'ai aussi besoin de l'aide et de l'implication de tout le monde pour conduire cette équipe là où tout le monde pourra être fier d'elle. Je sais que cela demande du temps, mais je suis motivé et prête à travailler peu à peu, pas à pas. Merci beaucoup.
Voilà, c'est des propos recueillis par Ramzi, qui était présent à la conférence de presse de l'entraîneur national. Question de Jafar Medo, spécialiste de handball, je le dis bien et j'insiste. Pourquoi ça a tardé? On l'a lancé il y a 1 mois et demi. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps? Eh bien, il y a eu au niveau des contrats des choses qui n'allaient pas, que Raoul Alonso n'acceptait pas. Rade Belgrave a des choses du style rester 3 semaines par mois en Algérie, partir 1 semaine en Europe ou ailleurs s'il voulait. Lui voulait plus de temps pour pouvoir passer il a peut-être d'autres activités en Europe. Il voulait plus de temps de libre pour aller passer ça en Allemagne ou en Espagne. Il est d'origine espagnole, il est natif d'Espagne et habite en Allemagne. D'ailleurs, vous avez entendu son accent? Il a un accent allemand. Très bien. Donc, il y avait des points à régler. Des petits points à régler. C'est pas des petits points. Là. On va dire que c'était les principaux points qui ne correspondaient pas à ce qu'il attendait par rapport à Ils ont trouvé un accord. Ils ont trouvé un accord, c'est pour ça qu'il est là. Très bien. C'est la première fois qu'il prend une sélection. Exactement. C'est un entraîneur qui est habitué à prendre que des clubs. J'ai vu 2 choses. J'ai retenu, je ne sais pas si vous partagez mon avis. J'ai remarqué qu'il n'avait jamais pris de sélection, donc je viens de le dire. Mais la deuxième des choses, c'est quelqu'un qui a un peu la bougeotte. Il est instable, il ne reste pas longtemps dans un club. C'est ça, il a fait. Le dernier club qu'il avait, c'était Leipzig, en Allemagne. Il a fait 2 mois. Il a été démis de ses fonctions pour des mauvais résultats. Et après ça, il était libre. Il avait même été en contact avec un club suisse pendant qu'il était en contact avec la sélection. Mais bon, finalement, tout est réglé. Il est ici, chez nous, en Algérie. Il a entraîné en Macédoine, le Vardar de Skopje notamment, club où est passé Khalifa Radban dans les buts. Il a également entraîné en Biélorussie, un club qui joue chaque année également la Ligue des Champions. Il est donc habitué au haut niveau. C'est un entraîneur de haut niveau. Oui, parce que même en Bundesliga, il était adjoint dans des grands clubs allemands qui jouaient la Ligue des Champions et les principaux rôles en Coupe d'Europe. Maintenant, pour la question, c'est bien, entraîneur de haut niveau, il n'y a pas de problème, qui a l'habitude de la compétition de haut niveau, mais il arrive à un moment où notre handball national ne se porte pas très bien, tant sur la scène continentale, je ne parle même pas de la scène mondiale. Sur la scène continentale, on est devancé par ce qui reste intouchable aujourd'hui, je pense notamment à l'Égypte, ou seulement à l'Égypte, pas notamment l'Égypte, à 1 degré moins dans la Tunisie, mais nous on n'est pas 3e, on a reculé. Donc pour redorer, qu'est-ce qui va changer? Parce que les joueurs, c'est les mêmes. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs n'oubliez pas qu'en 2026 au Rwanda, il y avait à peu près 10 ou 11 joueurs qui découvraient pour la première fois le championnat d'Afrique des Nations. Très bien. Donc beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de joueurs qui n'ont pas d'expérience. Et on a vu le rendu au Rwanda, c'était pas terrible. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas d'identité de jeu. Vous l'avez entendu, il a parlé de vouloir mettre en place une identité de jeu. Il sait le faire, c'est son travail. Maintenant, on lui a posé la question en conférence. Est-ce qu'il va être capable de mettre en place une identité de jeu, apporter tout ce qu'il connaît du handball moderne, la transition de jeu rapide, le jeu rapide, l'engagement rapide, avec des joueurs qui malheureusement n'ont pas cette culture ici en Algérie à travers notre championnat. Et pour les joueurs qui voulaient à l'étranger, que ce soit des joueurs qui ont quitté l'Algérie pour aller en Europe ou bien des Algériens nés en France, nous n'avons pas beaucoup de joueurs majeurs. Et d'ailleurs, je regrette pour le stage l'absence d'Abdi Ayoub, le stage qui est en cours. L'équipe est déjà en Tunisie pour jouer le 16 et le 17. C'est avec les joueurs locaux. En partie, mais aussi beaucoup de joueurs d'Europe qu'on va découvrir pendant ce stage. Abdi Ayoub qui est absent, Daoud Hichem qui est absent, Bouhad Djadja qui est un joueur de 2e division française qui est également absent. On nous a répondu qu'il n'a pas répondu aux appels. Pourquoi? Je ne sais pas. Bastien Carmouche et Hadj Sadouk Mustafa, qui sont 2 joueurs de première division. Hadj Sadouk, non, attends. Sur Hadj Sadouk, c'est un autre problème qui n'a pas été réglé. C'est un problème de prime concernant Hadj Sadouk. Ce n'est pas le seul, oui. Ce n'est pas le seul concerné. Bastien Carmouche est aussi concerné par ces problèmes de prime, car ce n'est pas normal que ces 2 joueurs-là n'aient pas eu les primes de la place de finaliste de 2024 quand d'autres joueurs l'ont eu. Donc il y a eu un problème avec l'ancienne fédération, et c'est à l'actuelle fédération de devoir régler ce problème. Il faut régler le problème. Maintenant, moi, quand on parle d'identité de jeu, j'aimerais savoir, Raoul Alonso, je vous l'ai dit, né en Espagne, grandi en Allemagne. Il est arrivé à l'âge de 15 ans en Allemagne. Pays de handball. Pays de handball par excellence, tout comme l'Espagne d'ailleurs. Il a dit en conférence, mon cœur est espagnol et ma tête est allemande. Ça veut tout dire. Maintenant, l'école espagnole, c'est quoi? C'est défense étagée. Des joueurs rapides, mobiles pour aller intercepter les ballons, pour aller harceler les joueurs même quand ils n'ont pas le ballon. L'école espagnole, c'est aussi par tradition la montée de balles rapide.
les contre-attaques rapides. Pour ça, il faut avoir du cardio. Mais est-ce qu'on a les joueurs pour? Eh ben, C'est la question. J'y vais y venir et j'ai posé la question. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse de la part. Et le handball allemand, qu'est-ce que c'est? C'est défense aplatie, des grands gabarits, très durs sur l'homme. Et en attaque, ça va être des joueurs qui vont surtout tirer de loin avec la base arrière, car ils ont des gros bras pour se permettre de tirer à 9 et à 10 mètres. On n'a pas ça en Algérie. Voilà. Ni l'école espagnole, ni l'école allemande. Même si l'école espagnole est celle qui ressemble le plus au handball algérien au niveau de sa défense. Donc il y a 6 ans, 4 ans, 2 ans, lors des derniers championnats du monde, notre équipe a été capable de tenir 15, voire 20 minutes maximum contre des bonnes équipes européennes. Après, l'écart se faisait, on perdait de 8 buts, 10 buts, 15 buts, 20 buts, avec des joueurs beaucoup mieux préparés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une phase de reconstruction, et d'ailleurs, Mourad Bousept a parlé d'entraîneur formateur. Je ne sais pas ce que c'est qu'un entraîneur formateur pour l'équipe A. On forme chez les jeunes. On met en place un travail avec la DTN. Oui, mais des fois, on utilise des termes sans faire attention. Donc, en fait, j'ai beaucoup d'interrogations et on va attendre dès ces 2 premiers matchs contre la Tunisie, en match amical, pour savoir avoir une première lecture. Et surtout, c'est très important pour Raoul Alonso. Là, il découvre son groupe. Il fait confiance à son adjoint Abdelrani Loukil et Sofiane Elimam, entraîneur des gardiens de but. Ce sont eux qui ont... Sofiane, ancien entraîneur, ancien gardien de l'équipe nationale. En 95, avec Loukil en Islande. Loukil, on ne peut pas parler de sa carrière, c'est trop long, Jeux Olympiques, championnat du monde, tout ce que vous voulez. On ne va pas tout refaire. Donc ils ont l'expérience en tant que joueurs, mais ce sont eux, je pense, qui ont fait la base pour la sélection, car Raoul ne connaît pas nos joueurs, mis à part les meilleurs qui jouent en il a Europe. dû se renseigner, il a dû voir. Il connaît les meilleurs qui jouent en Europe. Il aide même en Algérie, on a dû lui donner des vidéos. Une fois venu, oui. Moi, justement, la question qui me vient à l'esprit. Donc, avec la nomination d'un entraîneur étranger, sur ces dernières années, il y avait un équilibre entre joueurs évoluant dans le championnat algérien, joueurs jouant à l'extérieur. C'était pratiquement le même nombre de joueurs, peut-être un joueur, 2 joueurs de différence. Mais là, est-ce qu'avec la nomination d'un entraîneur étranger, est-ce que ça va basculer? Est-ce qu'on aura une équipe nationale à majorité de joueurs évoluant à l'étranger et des joueurs peut-être les meilleurs, peut-être 1, 2, 3 joueurs qui évoluent dans le championnat algérien? Alors, sans parler de ce stage-là, on a 8 joueurs d'Elbiar par exemple, et je crois qu'il y a aussi... Elbiar, champion d'Algérie. Champion d'Algérie, là il y a une parité en fait. Mais de tradition, de l'indépendance jusqu'à peu près 2000, avant le Covid, la majorité de nos joueurs étaient issus du championnat, jouaient dans le championnat, en grande partie au Mouloudia. Voilà. Depuis le Covid, il y a eu la donne a changé. Ouais. La donne a changé. On a beaucoup de joueurs du championnat qui sont partis à l'étranger et beaucoup aussi ce qu'on appelle des joueurs nés à l'étranger qui ont rejoint l'équipe d'Algérie. Donc majoritairement maintenant, il ne faut pas s'attendre à de surprises. Là, je pense qu'après le prochain stage, il va surtout s'appuyer sur les éléments qui jouent en Europe. Ce sont eux qui ont la culture handball pour adhérer à son discours. À ce qu'il veut faire. Très bien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu également, dans le même temps, nommer un directeur technique national? On a un directeur technique national. C'est pas une priorité. Mais on a un directeur technique, c'est Cordelouel Filali, pour l'instant, qui est directeur technique national. Maintenant, quel a été le projet qu'il a mis en place? A-t-il eu les moyens de mettre en place un projet? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je suis pour qu'on mette un directeur technique national, et je vais même vous dire, on a des techniciens algériens qui sont en Europe, en Allemagne, en France, qui ont les moyens d'intégrer cette fédération pour pouvoir être DTN. Je le dis clairement, je pense à Karim El Mouheb, qui est entraîneur adjoint en ce moment à Dijon, en France. L'an passé, il était encore responsable du centre de formation de Dijon. C'est un technicien algérien qui a énormément de bagages. L'ancien gardien de but également. Absolument. On a Bobkar Zormani, lecteur de l'IHF, en tant que membre de la fédération allemande de handball. Si l'on veut, la ressource humaine est là. Elle est à l'étranger. Et le président Mourad Bousepp, au début de mandat, a dit que ce n'était pas normal que ces 2 personnes-là que je viens de citer n'étaient pas la fédération. Est-ce qu'il aura fait une proposition, vous ne savez pas? Ils ont été reçus à la fédération il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. On attend la suite. Très bien. Dans le même temps, c'est bien un entraîneur qui vient avec un CV, avec une idée directrice, avec un projet. Allez, on va dire avec un projet. On attend la nomination d'un DTN, même si vous dites qu'il y a un DTN qui est en place aujourd'hui, parce qu'on a annoncé qu'il allait y avoir un DTN. C'est pour ça que je vous reviens à la charge, même s'il égale le DTN d'aujourd'hui. Mais dans le même temps, est-ce qu'il n'aurait pas fallu entamer une réforme du handball national? Quand je dis réforme, par le championnat, lancement des centres de formation, je pense que c'est là où le bas blesse, faire en sorte d'augmenter le nombre de licenciés. Et quand je parle de cela, ça intègre aussi bien les hommes que les femmes, parce que également on brille en femmes. Là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous pose
Est-ce que ce n'était pas là? Il n'aurait pas fallu commencer par cela? J'adhère tout à fait à ce que vous dites, car ma logique aussi, celle que j'ai, c'est qu'il faut commencer par la base. La base, c'est sur les jeunes catégories. On ne forme plus, on ne travaille plus chez les jeunes. Soit les clubs n'ont pas les moyens. Il y a un seul club aujourd'hui qui le fait, c'est le handball club d'Elbia. Elbia le fait chez les garçons et chez les filles. Skikda arrivait encore à le faire il y a quelques années, mais faute de moyens, ils ont de plus en plus de mal Donc à vous le dites faire. il y a des lacunes pour avancer parce qu'il nous reste 1 minute. Il y a énormément de lacunes. J'aurais aimé qu'on mette un entraîneur algérien, je pense à Saïd Hadjazi pour le citer, pendant 2 ans, qu'on mette en chose les places avec les A, avec les A', avec les moins de 21 ans, avec les moins de 19 ans. Et une fois qu'on réussit à réformer le championnat, je veux un championnat à 10 clubs. Pas 18, pas 16, c'est beaucoup trop. Garçons et filles. On est Même, les seuls à 18, ça n'existe pas. ça n'existe que dans les grands pays. L'Allemagne, ils ont les moyens d'avoir 18. Oui, mais c'est pas la même chose. Ils ont les moyens, c'est pour ça que je dis ils ont les moyens. J'aimerais qu'on ait une base très saine et on aurait ramené un entraîneur étranger peut-être dans 2 ans avec une bonne base de travail. Souvenez-vous avec un apport, il était venu, il n'a pas pu travailler en 2 ans parce que les bases malheureusement n'étaient pas saines. Et au niveau des entraîneurs étrangers, dans les années 60 et 70, on n'avait que des Il me entraîneurs semble qu'on étrangers. c'est pour ça que je vous ai posé la question, j'ai l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est exactement ça. Et donc, on va rester pendant 2 ans à patiner. Bon, peut-être qu'il y aura des résultats, et j'espère, et c'est tout le mal qu'on souhaite. Bonne chance à mais Raoul. dans le même temps, il n'y aurait pas eu de réforme du handball national. On perd du temps malheureusement et je souhaite bonne chance à Raoul Alonso pour sa mission. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est Avec toujours- plaisir. Moi, j'aime Don Gianfalmudo parce qu'il est passionné de handball. Et concernant le handball national, tous, on a de ça, c'est dans notre ADN. C'est le 2e sport après le foot, en espérant bien évidemment que notre équipe nationale revienne au plus haut niveau. Je regrette une seule chose également, qu'on ne puisse voir l'équipe nationale jouer à Alger depuis 2014. Je n'ai pas vu l'équipe nationale jouer à la Salle Hacha ou bien à l'office du complexe olympique. Ali Hamouche, samedi, à 20h, USMA d'Alger, Zamalek, avec, on l'espère tous, une victoire de l'USMA d'Alger, consécration de l'USMA d'Alger. On va le dire comme ça, ça sera une 2e étoile pour les USMistes qui iront défendre, s'ils gagnent, ils joueront la Supercoupe. Mais on n'en est pas encore là. Il y a un match retour, il y a une victoire à l'aller, 1-0. Messieurs, merci encore une fois, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Moi, je vous dis bonsoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.